Au-delà des affrontements militaires classiques, la période de la fin du mandat français au Cameroun a été marquée par une guerre contre-révolutionnaire complexe, où les populations civiles ont joué un rôle central, souvent malgré elles. Ce conflit interne, notamment en pays Bassa et Bamileke, a vu l'émergence et l'instrumentalisation de groupes civils aux missions contrastées, ainsi qu'une intense bataille pour le contrôle du récit et des esprits. Qui étaient ces civils enrôlés ou déplacés? Quelles stratégies de persuasion ou de répression ont été mises en œuvre? Et comment la mémoire de ces événements contraste-t-elle avec les récits officiels? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Bienvenue dans cet autre épisode de 1506, consacré à la question des commandos civils dans la guerre pour l'accession à l'indépendance du Cameroun sous administration française. Face à la faiblesse des effectifs militaires français disponibles au début des années 1950, les autorités ont cherché des solutions alternatives pour contrôler le territoire et lutter contre les indépendantistes de l'Union des populations du Cameroun UPC et du Comité national d'organisation. L'idée d'impliquer activement les populations locales s'inspire des expériences françaises dans d'autres conflits coloniaux, notamment en Indochine avec la défense en surface et l'organisation de l'autodéfense villageoise, ou en Algérie avec l'enrôlement de supplétifs comme les harkis. L'objectif était de gagner la guerre avec les Camerounais en utilisant des divisions internes. Un acteur clé de cette stratégie est l'adjudant Masseneau qui propose la création d'une milice sous contrôle militaire composée de gens du pays pour combattre les gens de ce même pays. Cette idée prend corps sous différentes formes, d'abord des milices privées, puis surtout la garde civique. Dès 1960, ce corps de supplétifs militaires, jugé plus apte aux missions de police administrative, est mis en place. Bien que la responsabilité formelle revienne aux autorités camerounaises après l'indépendance, l'encadrement militaire, souvent par des officiers français, se maintient au moins jusqu'en 1963. La garde civique est explicitement intégrée aux effectifs du groupement Nord. Garde-vous! Présentez! Armes! La formation de ces gardes civiques est rapide et basique, dispensée dans des camps de formation. Elle inclut l'éducation physique, le maniement des armes élémentaires et des techniques de combat sommaire. Au-delà de l'instruction militaire, une instruction civique fondamentale est dispensée par des commissaires politiques pour façonner leur idéologie loyaliste, à l'opposé de celle de l'UPC. Des figures camerounaises comme Kouété, Mékon, Grégoire Momo ou Gabriel Diomo sont impliquées dans cette propagande. Les missions de ces commandos et gardes civiques sont multiples. La recherche du renseignement est primordiale. Ils sont considérés comme plus efficaces que les services administratifs ou de gendarmerie classiques pour obtenir des informations perçues comme de très bons à excellents. Le contact avec les populations est jugé essentiel pour éveiller la confiance et encourager la collaboration. Ces renseignements orientent ensuite les opérations militaires. Ils participent aussi directement aux opérations répressives, menant patrouilles et embuscades aux côtés des troupes régulières. Un autre rôle crucial est l'encadrement des autodéfenses au sein des camps de regroupement. Ces autodéfenses sont des civils chargés de l'alerte sonore et de la défense immédiate des camps, sans autorisation d'opération offensive. Les gardes civiques, eux, assurent la surveillance constante des camps, de jour comme de nuit. Ils sont également des instruments de l'action civique, politique et psychologique du gouvernement chargés d'organiser, de contrôler, d'informer et d'éduquer les masses ignorantes pour les amener à une attitude ferme face au terrorisme et à s'opposer à l'UPC. Ils sont censés être des citoyens d'élite, inspirant le ralliement.
La question des camps inclut aussi l'organisation de la vie quotidienne et de l'économie. Les gardes civiques orientent les autodéfenses vers les travaux collectifs, plantation, culture, élevage et surveillent les sorties pour travailler au champ. L'enjeu économique est vital face à la précarité et au risque de disette dans ces camps. Si les rapports officiels présentent les actions des gardes civiques sous un jour favorable, les témoignages des déplacés recueillis par des chercheurs offrent un tableau bien plus sombre. Certains reconnaissent leur rôle dans la défense des camps face aux maquisards. Un témoin raconte comment les gardes instruisaient la population à crier en cas d'attaque pour déclencher l'alarme sonore. Mais la plupart des témoignages dénoncent l'impunité et les violences exercées par les gardes. Le climat de crainte instauré par le contrôle strict dans les camps est souligné. Ne pas s'enregistrer auprès des chefs exposait à être considéré comme suspect et à risquer d'être tué. Les témoins évoquent aussi les privilèges économiques des gardes. Même les rapports officiels pointent du doigt l'indiscipline et les pratiques de pillage des commandos, une critique déjà présente pour les premières milices. Ces problèmes ont persisté malgré les tentatives d'encadrement. La guerre ne se limite pas aux armes, elle est aussi une guerre médiatique et psychologique. L'UPC utilise notamment le tract comme un instrument clé de sa propagande clandestine. La Ronéo est un outil crucial pour l'impression de ces documents décrits par un militant comme une machine de guerre. L'arrestation d'un militant en 1956 avec une Ronéo neuve et 2000 exemplaires du journal Lumière illustre l'importance matérielle accordée à cet outil. L'UPC utilise aussi les fausses nouvelles et les chants nationalistes. Une rumeur de 1956 soutenue par l'UPC prétendait par exemple que les campagnes de vaccination visaient à diminuer les facultés intellectuelles des enfants, entraînant un boycott pour discréditer les autorités. Dans l'Ouest, les chants deviennent des grammaires de la résistance. Des femmes mobilisées contre l'arrestation d'un militant près de Kekem en 1956 chantaient par exemple « Nous mourrons pour le Cameroun, que l'administration nous tue ». L'envoi massif de pétitions à l'ONU devient une stratégie essentielle pour contourner la répression médiatique après 1955. Ces plaintes se standardisent, souvent tapées à la machine. Elles sont parfois envoyées par courrier recommandé dans de grandes boîtes contenant des milliers de signatures. Une historienne a comptabilisé près de 50 000 pétitions pour le seul Cameroun sous tutelle française après mai 1955, une augmentation considérable due à la répression. En réaction, les autorités développent leurs propres actions psychologiques et propagande éducative. Au début, cela prend la forme de 15 petites histoires diffusées dans les villages, apprises par cœur par les agents. L'une d'elles met en scène l'allégorie du père et des deux fils, présentant l'aîné, l'UPC donc, comme orgueilleux et le second comme raisonnable, expliquant pourquoi le père a donné son héritage au second. Ces histoires visaient à infantiliser les Camerounais et à présenter l'UPC comme un mouvement sous influence extérieure. Cette première approche est critiquée comme inefficace pour les éléments les plus résistants. Inspiré par les théories sur la psychologie des foules, un responsable propose des moyens plus diversifiés et agressifs utilisant la presse, la radio, le cinéma, mais aussi les affiches et les papillons, des petits bouts de papier. Il décrit les affiches comme des coins psychologiques enfoncés dans les crânes, un langage qui révèle la violence de cette stratégie visant à suggérer la peur, non de l'UPC, mais de voir l'action de l'UPC détruire la nation camerounaise. Ok, super commando, ça part vite, VDC.
Je dis, ça part vite. Ça part vite. Et veux voir mon derrière là. Tu crampes, je veux seulement voir la tête. Avancez. Avancez. On est couché. Je dis, on est couché. Ventre au sol. Des séminaires sont organisés pour former des moniteurs à cette propagande, leur faisant apprendre par cœur des thèmes et des explications. Des groupes de 25 personnes, incluant des réfractaires influents, sont mis à disposition pour ces formations. Des séances de cinéma sont également organisées, rassemblant des milliers de personnes. Dans les camps de regroupement, des réunions sont organisées pour permettre aux populations de s'exprimer. Les sujets varient, mais les personnes présentes profitent souvent de l'occasion pour exprimer leurs doléances concernant les palissades, qui donnent l'impression d'être prisonniers et empêchent le travail au champ. Les autorités reconnaissent que les propos tenus n'ont jamais été tendres à leur égard, car on ne déplace pas des gens, on ne change pas leur habitude sans s'attirer des critiques acerbes. Recueillir la mémoire de cette période est essentiel mais difficile. Le travail d'histoire orale arrive parfois presque trop tard, car de nombreux témoins sont décédés. La collecte se heurte aussi à la peur et au traumatisme. Le silence est particulièrement marquant concernant la mort d'Oumiobe en septembre 1958. Aucun des témoins directs auditionnés par une commission ne se prononce sur les circonstances précises, semblant craindre, à demi-mot, des représailles. Un témoin refuse initialement de parler, disant qu'il laisserait un testament. Malgré un témoignage ultérieur, il affirme ne pas pouvoir apporter d'informations précises. Autour de la mort d'Oumiobe, le récit officiel et les documents militaires divergent. La découverte d'un carnet intime, où il aurait noté ses rêves, est mentionnée a posteriori par le lieutenant-colonel Lamberton, qui l'analyse comme une pratique magique et une opportunité pour l'action psychologique. L'existence et la traçabilité de ces carnets sont longtemps incertaines. Des recherches récentes ont permis de retrouver un bloc-notes contenant des extraits utilisés par un journaliste en 1967. Une expertise graphologique a confirmé que l'écriture de ces extraits correspondait à celle du lieutenant-colonel Lamberton, suggérant qu'il avait lui-même compilé et communiqué les passages qu'il souhaitait diffuser. Ses propres annotations et déclarations ultérieures sur la perte des carnets semblent d'ailleurs contredire les faits. Après sa mort, le corps d'Oumiobe aurait été inhumé sous plusieurs dizaines de mètres cubes de ciment. Ce fait, mentionné par des journalistes, ne figure pas dans les archives officielles, mais semble probable. Ce silence pourrait être une stratégie pour invisibiliser une inhumation instrumentalisée pour la guerre psychologique, au détriment des rituels traditionnels. Un rapport de sûreté reconnaît d'ailleurs la demande du pasteur Oumouet pour le rite du Mbak. Ces récits alternatifs et les mémoires collectives, par leur existence même ou leur silence, mettent en lumière le décalage avec les archives officielles et maintiennent le mythe du Mpodol. L'histoire de cette période est complexe, faite de récits officiels, de témoignages fragmentaires et de silences, reflétant les différentes batailles narratives qui ont accompagné le conflit. Les commandos civils et la garde civique, pensés et mis en place sous influence française, puis utilisés par le gouvernement camerounais, ont été un instrument essentiel de la guerre contre-révolutionnaire. Leur action, indissociable de la villagisation forcée et de l'enfermement dans les camps, laisse des traces contrastées dans la mémoire collective. Instrument de défense pour certains, symbole de l'arbitraire, de la violence et de la peur pour d'autres, il constitue une facette sombre mais fondamentale de la stratégie de pacification et de lutte pour l'indépendance du Cameroun.